Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 18 mai 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, comme d'habitude, focus marché en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en hausse vendredi, après avoir légèrement piqué du nez après la nouvelle offensive américaine contre le géant chinois Huawei. Effectivement, le dernier coup de pression américain sur la Chine a sapé l'enthousiasme relatif des investisseurs pour cette séance dite des trois sorcières, où on a justement les contrats à terme et les options sur indices et actions qui arrivent simultanément à échéance. Effectivement, l'administration Trump a encore restreint vendredi les livraisons de semi-conducteurs au groupe chinois de haute technologie Huawei, une mesure qui risque de raviver les tensions une nouvelle fois entre Washington et Pékin. Le Global Times, lui, un journal proche du Parti communiste chinois, a rapporté que Pékin était prêt en représailles aux mesures adoptées par Washington à placer plusieurs entreprises américaines comme Apple, Boeing sur une liste d'entités non fiables. La décision américaine fait suite à de nombreuses critiques du président américain sur la gestion par Pékin de l'épidémie de coronavirus et les menaces d'une rupture de l'accord commercial de phase 1 conclu entre les deux puissances mondiales à la fin de l'année 2019. Concernant les indicateurs, eh bien, on a une nouvelle fois eu de mauvais chiffres, étant donné qu'on a eu la contraction de l'économie allemande, une contraction de 2,2% de l'économie au premier trimestre, bon, qui n'a pas surpris, hein, étant donné que tous les investisseurs s'attendaient à des chiffres, une contraction de l'économie, une récession, euh, ni la baisse de 3,8% du produit intérieur brut en zone euro. Toutefois, c'était quand même conforme à la première estimation. Malgré ces mauvais chiffres, aucune surprise étant donné que le marché s'attendait globalement à voir une telle contraction de l'économie. Côté US, eh bien Wall Street a aussi terminé en hausse au terme d'une séance marquée, comme je vous le disais, par des retournements de tendance entre les investisseurs mettant en balance les tensions commerciales renouvelées entre les États-Unis et la Chine et les mauvaises statistiques sur l'économie américaine face à un optimisme croissant sur une reprise de l'économie. Effectivement, on avait eu Jérôme Powell interviewé ce week-end dans 60 minutes qui nous disait clairement que la reprise sera longue et lente et que la reprise pourrait se faire d'ici la fin de l'année 2021. Mais les marchés entendent tout simplement reprise et restent optimistes et se disent non, on aura une reprise rapide de l'économie et donc continuent de voir le verre à moitié plein. Les indicateurs conjoncturels du jour, enfin du moins de vendredi, n'ont rien changé, étant donné que les ventes au détail accusent une chute de 16,4% en avril et la production manufacturière en recul sans précédent de 13,7%. Et là, pour le coup, c'est des chiffres pires qu'anticipés et de mauvais augure pour l'évolution du produit intérieur brut au deuxième trimestre. Quelques signes encourageants toutefois, c'était la confiance des consommateurs qui s'est légèrement améliorée au début mai aux États-Unis, selon l'enquête de l'Université du Michigan, qui attribue en fait cet optimisme grâce aux aides gouvernementales reçues pour faire face à l'impact économique de la pandémie. Côté macro maintenant, ce matin, on a pris connaissance du PIB au premier trimestre au Japon. Le Japon est entré en récession, donc le Japon s'enfonce dans une récession étant donné qu'il inscrit son deuxième trimestre d'affilée en territoire négatif, on va dire. Donc signe de récession, le PIB s'est contracté de 3,4% en rythme annualisé
comme vous pouvez le voir ici, au premier trimestre 2020. Alors certes, le marché attendait moins 4,5, donc encore une fois, c'est un peu une bonne nouvelle. Mais en fait, c'est la deuxième baisse consécutive, surtout, qui est intéressante de voir. Et la deuxième baisse, la dernière, c'était fin 2019. C'était au quatrième trimestre, en fait. Quatrième trimestre 2019, on avait déjà eu une baisse. Alors, qu'il n'y avait pas du tout l'épidémie de coronavirus qui était en place. Et donc, la deuxième baisse consécutive marque que l'économie et que le pays tombent en récession technique. Et surtout que du moins c'était avant que l'état d'urgence ne soit déclaré suite à une épidémie de coronavirus. Donc là, on va avoir le quatrième trimestre 2019 où on est tombé quand même bien bas. Le premier trimestre, on a un moins 3,4 et on aura aussi, il y a de fortes chances, surtout le deuxième trimestre 2020 qui s'annonce être le pire pour l'ensemble de l'économie mondiale. Ici, c'est un peu pour comprendre la situation des marchés et la résilience, on va dire, des marchés face à des chiffres macro horribles, voire même très mauvais, hein, que ce soit le PIB, que ce soit le taux de chômage, que ce soit les ventes au détail. Pour le moment, il n'y a aucun indicateur qui sort du lot et qui nous laisse à penser qu'il y aurait une reprise, en tout cas rapide, de l'activité. Encore une fois, c'est dû à l'explosion du bilan des banques centrales. Et ici, vous avez le bilan, du moins par rapport, en proportion du PIB. Donc ici, on va avoir la Fed, le bilan de la Fed par rapport au PIB américain. Ici, la Banque centrale par rapport à la zone euro. Ici, c'est la Bank of Japan, donc la Banque du Japon. Et ici, Bank of England, donc la Banque d'Angleterre. Le point commun, c'est la taille du bilan qui a énormément gonflé, qui a atteint quasiment ici pour la Fed 30% du PIB américain, ici 44% en zone euro. Donc en fait, pour faire un parallèle avec le graphique que je vous ai montré vendredi, avec le bilan de la Fed qui atteignait les 7 000 milliards de dollars. Donc en fait, on avait un bilan qui était à 4 000 avant la crise du coronavirus, environ 4 000. On est passé de 4 000 milliards à 7 000 milliards. Et c'est à peu près pareil, enfin pas autant en zone euro ou même ici avec la Bank of Japan et avec la Bank of England. C'est surtout la Fed, elle, qui a vraiment on va dire, injecté et soutenu les marchés à outrance, comparé aux autres banques centrales. Et on voit aussi sur les indices, hein, on voit que les indices américains tiennent, même si c'est la locomotive de l'économie mondiale, tiennent mieux le choc. Hein. On a un Nasdaq qui est positif depuis le début de l'année, on a un S&P qui a rebondi sur les 61,8, alors que le CAC, lui, s'est arrêté à 38,2, le DAX à 50% de retracement de la dernière vague de baisse. Donc forcément, plus les banques centrales agissent en conséquence pour éviter l'effondrement des marchés, et plus les marchés résistent, du moins à court terme, tiennent le choc. Voilà. Résistent, tiennent le choc pour le moment grâce aux injections de liquidités qui représentent, et en fait, là, quasiment, on était allé à 20%, on est passé quasiment à presque 35%. On était un peu moins de 20%, on était à 18%, on a quasiment doublé, en fait. Mais d'un côté, si on fait le parallèle avec le graphique que je vous ai montré vendredi dernier, eh bien, on était passé de 4 milliards à 7 milliards. Donc, forcément, on a un sacré gap. Et tous les bilans des banques centrales ont explosé au cours des dernières semaines pour justement faire en sorte que le château de cartes ne s'écroule pas, ce qui explique soit la résilience de certains indices dans l'ensemble de l'économie, surtout les US, soit un rebond assez impressionnant aussi, comme on a pu le voir sur d'autres places boursières.
Côté graphique, tout de suite avec le CAC 40. Donc le CAC 40 qui progresse de 2% ce matin, suite au pétrole surtout, encore une fois, hein, le pétrole poursuit son ascension. Nous avons l'échéance des contrats de juin ce mardi, donc ça va permettre de prendre la température et permettre d'avoir un peu plus de visibilité. En tout cas, là, cette hausse est alimentée par l'optimisme toujours présent d'une reprise rapide de l'activité et bien sûr le pétrole qui prenait quasiment plus de 5% ce matin dès l'ouverture. Sur le CAC, où en sommes-nous? Eh bien, on est toujours enfermé dans ce range. On a un énorme range ici entre 4140 et 4600. Bon, là, c'était le bull trap. On a atteint un objectif majeur avec ce chandelier qu'on est venu combler le gap juste ici. Et pour le moment, plutôt neutre. On est dans un range. Les ventes, c'est 4006 et des achats à bon terme, ce serait plutôt sur la borne basse. Là, on est un peu au milieu de nulle part, hein. On teste cette zone de résistance, on l'a gapé au-dessus, on bloque sur la moyenne mobile 50, donc on est un peu prisonnier. En tout cas, en journalier, voilà, phase de latéralisation, elle est clairement identifiable, plutôt des achats sur la borne basse, plutôt des ventes sur la borne haute. Toutefois, en hebdomadaire, prudence, étant donné qu'on a fait un joli pattern. On a fait un bel avalement baissier, on a fait un gap haussier et on a avalé les bougies précédentes. Donc là, on a un avalement. Donc, logiquement, c'est un signal de baisse à venir. Pour le moment, il n'est clairement pas invalidé. Pour qu'il soit invalidé, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus des 4600. Donc, effectivement, si le marché, là, on ouvre avec plus de 2%, si on termine la semaine à 4630, ce pattern sera invalidé. Donc, à long terme, on a un chandelier de retournement ici qui nous incite quand même à de la prudence, étant donné qu'on pourrait avoir vraiment une fin de rebond et dans ce cas-là, si on est en hebdomadaire, inscrire, enfin du moins se diriger vers les 3008. Toutefois, il est encore un peu trop tôt. En journalier, on est quand même dans un range. Et je pense que la cassure des plus bas permettrait d'activer cette baisse en tout cas. Mais il faut être prudent, étant donné que voilà, sur l'unité de temps weekly, on a une nouvelle fois un pattern de retournement qui s'est dessiné la semaine dernière. Donc c'est pas parce qu'on a une hausse de 2% aujourd'hui que ça y est, c'est la reprise qui redémarre, que tout va bien. On reprend 2%, mais voilà, si on regarde le CAC, on est toujours sous MM50, on est toujours sous 4006. Donc il n'y a pas de raison d'avoir une euphorie une nouvelle fois sur les marchés. Pour le moment, c'est un range et en unité de temps supérieur, avalement baissier. Le DAX, même constat, c'est un range entre 10 240 et 10 820 avec des petits excès. Bon, le gros niveau, c'est les 11 320. Mais on est dans un range, encore une fois. Donc, plutôt chercher des ventes sur la borne haute et des achats sur la borne basse et voir si ça casse. Quel a été le pattern en hebdomadaire? Pareil, on a un très bel avalement, une nouvelle fois. Oui, on prend plus 2,71, mais il n'est pas invalidé pour le moment. Il sera invalidé si on repasse au-dessus de 11 060. Là, pour le moment, on est sur résistance. On voit très bien ici qu'on est sur une grosse résistance. Vous voyez, 10 820. Juste ici. C'est un gros niveau de prix qu'on a travaillé. Donc, ce pattern intervient sur une résistance. C'est un avalement baissier. Reste à savoir maintenant s'il va fonctionner. En tout cas, ce pattern nous invite, et bien évidemment, à la prudence et potentiellement, je dis bien potentiellement, on pourrait aussi avoir une correction à venir d'ici les prochaines semaines. Hein, étant donné que c'est un chandelier de retournement hebdomadaire, on peut très bien encore stabiliser 2-3 semaines dans un range comme ici, entre 10 800 et 10 840, avant vraiment d'accélérer
vers les plus bas, vers 9500 par exemple. Comme d'habitude, si ce pattern se confirme, c'est les gaps. On a deux gaps qui sont laissés ouverts ici, ça nous donne clairement des objectifs à moyen court terme. Le Dow Jones, une nouvelle fois, l'indice se montre très solide. Quelle résilience de l'indice malgré les avertissements, même Jérôme Powell qui tente le tout pour le tout pour soutenir les marchés boursiers indique clairement que la reprise va être longue, lente, que le taux de chômage pourrait même atteindre 20% aux États-Unis et qu'il ne faut pas croire que la reprise va être rapide. Il dit que la reprise pourrait voir le jour même d'ici fin 2021, donc d'ici un an presque. Mais les indices entendent, du moins les investisseurs ou les algos, entendent le mot reprise économique et oublient tout le reste en fait. Et derrière, voilà, on voit le résultat. L'indice a clôturé dans le vert. Voyons voir si cette épaule tête épaule va se confirmer. En tout cas, si je prolonge, en plus on a un gap haussier, donc c'est pas de bon augure pour les vendeurs. Mais voilà, on s'était arrêté pile poil sur l'oblique. Un peu cette oblique, vous pouvez quasiment tracer un petit canal haussier, presque. Mais on est venu buter, on est venu faire un gros pullback, et si on repasse au-dessus des 24 120, effectivement, on va encore travailler. Finalement, c'est juste un range. En fait, je me dis, voilà, le range, il est ici. On a un énorme range. Voilà, c'est ça. On peine un peu à aller chercher la borne haute, mais pour moi, on est dans un range, en fait, en 4 heures. Et si on se met en hebdomadaire, on voit bien, en fait. On voit bien qu'on est sur un gros niveau technique. Moyenne mobile 200. Si vous mettez Ishimoku ici, vous avez un énorme nuage au-dessus de votre tête. Vous avez la Chikou qui vient taper dans le bas du nuage. Donc on le sait, on a la kit jaune. Et on le voit. En moyenne mobile 200, on est sur une énorme zone de prix. Et on travaille, on travaille, on travaille. On tente une hausse, ça marche pas. On baisse. Première fois, boum, les acheteurs se manifestent. Deuxième fois aussi, troisième fois aussi. Il faut vraiment une clôture en fait sous les 23 200 pour bien confirmer cette cassure. Mais sinon, en 4 heures, en fait, c'est un range avec des excès. C'est un range avec des excès. Ici, on aurait presque pu avoir un pendu, étant donné que, mais je l'ai mesuré, le corps ici, hein, je rappelle, mais le pendu, la mèche basse doit être supérieure à 2 fois le corps. Et ici, on est plutôt une fois et demi, 1,8 presque. Il manque 200 points, il aurait fallu une mèche un peu plus basse, 200 points plus bas, et là on aurait vraiment eu une mèche, une ombre basse en tout cas, 2 fois supérieure au corps de la bougie. Donc ça ressemble à un pendu, mais techniquement, si on veut être bien puriste, c'en est pas un, étant donné que les conditions discriminantes ne sont pas totalement respectées. Toutefois, il y a des chandeliers d'hésitation sur ce niveau, et on peut le voir en données 4 heures, on travaille énormément cette zone, et finalement, je pense qu'on va ranger, encore une fois, dans les jours à venir, et seule la cassure d'une des deux bornes donnera le tempo pour la suite. L'euro USD, même constat. Même constat, on est toujours au même point de départ. Borne basse, on a travaillé cette borne basse toute la semaine. On voit que voilà, on peut tenter des petits achats à court terme ici sur cette borne basse. Il y a une réaction, il y a clairement une réaction. On a l'oblique de très long terme qui passe par les plus bas, cette fameuse oblique ici. Voilà, pour rappel, depuis 1987. Donc, on est toujours en réaction. On peut affiner encore en données 4 heures. Voilà, avec un range 4 heures dans un range daily. Et on voit que on a une vraie réaction des prix à chaque fois, une fois, deux fois, trois fois. Il se range 4 heures, voilà. La borne basse est couplée à la borne basse quasiment daily. Effectivement, on a une réaction des prix sur ce niveau-là.
Pour le moment, le marché a quand même du mal à faire une belle rotation dans le range daily. On est plus en train de travailler le range 4 heures. Il faut qu'on casse la borne haute. Si on casse la borne haute, effectivement, on pourrait aller chercher la borne haute. Du moins, si on casse la borne haute 4 heures, on ira chercher la borne haute daily. Mais sinon, pour le moment, il faut travailler, encore une fois, ce range de très court terme. Le GBP USD. Qui a confirmé son double top. Voilà, belle cassure des 1,22. Double top, pour le moment, bien validé, en tout cas. Objectif vers les 1,18. Est-ce que ça correspond à un niveau? Ah oui, c'était les plus bas d'ici, exactement. C'était les plus bas de octobre 2016. Donc logiquement, objectif théorique 1,1865. On va dire. Voilà. Casser le seuil d'un 22, donc effectivement, c'est un gros niveau technique, les 1,22. Voyons voir si on va faire un pullback avant de repartir. Sinon, le deuxième objectif, c'est les 1,2015. Voilà, c'est le creux qu'on a juste ici. 1,2015, 1,2015. Voilà, c'est le creux de 2017 et c'est le creux de 2019. Août 2019, septembre 2019. Donc, bon, on vient d'enfoncer un niveau. Deuxième niveau, aller rejoindre 1,2015. On casse la 1,2015. Deuxième niveau, les plus bas de, je me souviens jamais, d'octobre 2016. Voilà. Qui représente, qui coïncide en tout cas avec l'objectif théorique du double top sur le GBP USD. L'euro NZD à surveiller, intéressant. Ici, pour rappel, on avait l'avalement haussier et restait à savoir si on va partir sur un range, comme on peut le voir juste ici, voilà, ou un double bottom. Donc, il faut affiner encore une fois. On avait l'avalement haussier, on est venu caler sur résistance. En hebdomadaire, par contre, j'aime bien la tête de la bougie. Alors, on voit clairement hein, cet avalement ici. Bel avalement, belle bougie flux, quasiment pas de mèche, donc en mode avalement Marubozu. Clairement, sur zone de support, hein, clairement identifiable. Ici, voilà, même si je dézoome, peut-être que c'est un niveau par le passé qu'on avait travaillé. Bon, en tout cas, ici, hein, on voit que c'est un gros niveau de support, donc avalement haussier sur support. En journalier, confirmé par l'avalement en début de semaine dernière qu'on avait eu lundi. Toutefois, en 4 heures, ça coince et on est peut-être dans un range. Donc, alors soit le marché corrige, mais s'il casse, en tout cas, on a plutôt des signaux qui plaident pour une reprise de la hausse. Hein, avec l'avalement hebdomadaire, l'avalement daily. Effectivement, si on a un range et que là, les prix repartent, font une rotation complète vers le bas du range, l'avalement ne va pas être confirmé. Hein. Si derrière, on réavale l'avalement haussier, clairement, les acheteurs se font retourner et perdent l'ascendant psychologique qu'ils avaient réussi à prendre au cours de la semaine dernière. Prudence, durant la nuit, on a eu quelques chandeliers d'hésitation, effectivement, qui pouvaient amener un retournement. Toutefois, un peu tôt pour encore confirmer vraiment cette rotation complète des prix à l'intérieur du range, étant donné que sur des unités de temps plus hautes, hein, comme je vous l'ai expliqué, on a quand même plutôt un signal fort qui montre que le marché a envie de reprendre des couleurs, du moins que l'euro a envie de reprendre des couleurs. Toutefois, le signal technique, pour valider le double bottom, sera la cassure des 1,8255. Et une cassure minimum 4 heures au-dessus de ce niveau confirmera cette figure chartiste et permettra d'aller chercher les 1,8675, voire même les 1,88. Concernant les matières premières, commençons par le gold. Magnifique, le gold. J'évoquais la semaine dernière en me disant
On est sur des marchés avec de la volatilité. Le gold est un actif refuge. On est dans une période d'aversion au risque. Donc forcément, quand il y a de la volatilité, pour l'avoir expliqué, il me semble, dans la première partie des figures chartistes, sur le webinaire éducatif du mois d'avril, on n'a pas forcément de pullback quand le marché est trop volatile. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Pas de pullback. Donc, celles et ceux qui malheureusement ont attendu, ont été patients pendant ces longues semaines et qui ne se sont pas positionnés en disant j'attends le pullback pour me positionner, eh bien, ce qu'on appelle, ont raté le train, le FOMO, Fear of Missing Out. Donc, la peur de rater le mouvement. Et là, résultat, on a le gold qui s'envole une nouvelle fois, en tout cas, qui est en grande forme et qui, logiquement, suite à la sortie de ce triangle, devrait se diriger vers la prochaine zone, des 1800. Voilà. Ici, 1780, si je prends les mèches, 1800. Voilà. Ici, ça risque de coincer. Si je me mets en journalier, voilà, pour moi, il y a encore un peu de place. On peut aller chercher encore 30 $, facile. 30-25 $ à peu près. Si je prends l'objectif théorique, que nous dit l'analyse technique? Voilà. L'analyse technique confirme la grosse zone de prix que j'avais clairement identifiée depuis maintenant de nombreuses semaines. Donc, l'objectif, c'est 1795. Donc, effectivement, encore 30 $. Il y a de la place. Mais ici, je m'attends à tac, tac, consolidation. Et puis, si ça casse, direction, voilà, ici, la payer ici sur la cassure et puis on ira chercher 1850. Mais c'est le gold, c'est beau, il n'y a rien à dire de plus. Ça consolide dans des magnifiques figures chartistes. Et il ne faut pas s'attendre à des pullbacks. Voilà, quand ça part, ça part. Ici, c'était parti d'un coup. Ici, c'était parti d'un coup. Et on n'a pas les pullbacks. On n'a pas. Donc, pareil, c'est avec le recul. Ici, on avait eu des pullbacks, mais ici, la volatilité était complètement morte. Il y avait zéro volatilité. Il ne se passait absolument rien. À partir d'ici, les tensions commençaient avec l'accord commercial. Est-ce que oui, il est signé? Est-ce que non, il n'est pas signé? Donc, le marché était un peu à cran. Et puis là, ça commençait vraiment quand les marchés ont lâché. Là, c'est pareil, on a une volatilité, on a quand même le VIX qui est au-dessus de 30. Donc forcément, on a de la volatilité sur le marché. En tout cas, objectif final, lui n'a pas changé, environ 1790-1800. Voilà, pour le col. Le Brent. Le Brent qui poursuit son ascension. Bon, on casse les 32, direction les 37. Ma foi, peut-être qu'on va aller combler le gap, hein, avec cette divergence haussière. Pour le moment, elle a parfaitement fonctionné en tout cas. Parfaitement fonctionné. J'attends de voir l'expiration des contrats du mois de juin ce mardi pour voir si on. Je ne m'attends pas à ce qu'on répète le même phénomène, mais je suis curieux de voir comment ça va se passer ce mois-ci. Si c'est un non-événement ou au contraire ça va créer de l'agitation et de la visibilité, et peut-être que cela permettra en tout cas d'avoir un peu plus de visibilité sur les semaines à venir. Mais en tout cas, la divergence a parfaitement fonctionné pour le moment. Mais donc, si on continue dans cette dynamique, effectivement, c'est d'aller combler le gap à 44, malgré des fondamentaux juste horribles, mais un marché qui est plutôt euphorique et qui anticipe une reprise rapide de la demande, tout simplement. Mais pour le moment, rien à dire, c'est haussier. C'est haussier, j'ai un peu de mal avec cette hausse, je dois le reconnaître, mais c'est haussier. Aucun signal de vente, on casse des résistances, donc là on casse 32, c'est quasiment d'aller chercher les 37, si on casse 37 c'est 41. Mais en 4 heures,
Même en 1 heure, je ne le regarde pas le pétrole, c'est trop volatile. Mais en 4 heures, en journalier, pour le moment, on n'a pas un pattern de retournement. Au contraire, hein, consolidation. Et puis, on avait le range ici de consolidation. Cassure par le haut, donc fin de consolidation, reprise de la tendance haussière. Donc voilà, il faut attendre. Peut-être que certains d'entre vous sont acheteurs. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de prendre une partie de vos bénéfices ou de bien de remonter vos stops et d'être prudent aussi demain, sait-on jamais, avec l'expiration des contrats du mois de juin. Et pour le WTI, même constat, en grande forme le WTI. Donc là, bon, bah, c'est le même cas, hein, la divergence, si elle est validée, c'est d'aller chercher. Ce serait même pas le gap. On est tellement allé bas là, par contre, ce serait même pas le gap, ça va même pas combler. C'est d'aller chercher, en tout cas, l'objectif sur le WTI, c'est la résistance trimestrielle à 37,75. Donc là, premier niveau 33,55, deuxième niveau 37,75. Et pareil, finalement, les éléments techniques plaident pour une poursuite de la hausse. Étant donné qu'en hebdo, on n'a pas de signal de retournement, en journalier, c'est pareil, au contraire. On prend, depuis le creux de mois de mars, on prend 160%, voilà, 155, en seulement 20 séances. Ce qui montre voilà, un réel optimisme de la part des opérateurs, des acteurs du marché, face à une reprise rapide, une nouvelle fois, de la demande de pétrole. Mais c'est haussier. C'est haussier. Aucun signal de retournement. Donc pareil, vendre ici pour le moment, je vois aucun journée de retournement. Je vois pas un indicateur qui m'indique que le marché va se retourner, que ce soit même en 4 heures. Bon, le RSI commence à saturer un peu, mais tant qu'il n'est pas sorti de sa zone de surachat, eh bien, pas d'inquiétude, hein, il peut y rester longtemps encore. On peut très bien aller à 33, 37, puis il reste. Et puis peut-être qu'il va monter à 33, faire un repli, monter à 37, et puis tracer une belle divergence, et puis le signal viendra du RSI. Mais en tout cas, même en données 4 heures, on peut tracer une belle oblique ici, à mon avis. Non, elle passe pas. C'est peut-être encore un peu trop tôt. Pas encore. Bon, on peut tracer une oblique à la limite passant par les plus bas ici pour cadrer la dynamique des prix, mais bon, c'est haussier, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Pour le moment, le pétrole, c'est haussier. Pour terminer, le Bitcoin. Bon alors, le week-end a été plutôt calme. On a eu une belle clôture quand même, hein, clairement au-dessus de la One Mobile 50. Donc belle clôture hebdomadaire, là-dessus c'est sûr. La dynamique est haussière. Les acheteurs gardent l'ascendant psychologique pour le moment. On continue de travailler. On a quand même cassé. On s'est fait une petite frayeur vendredi, mais ce week-end, la clôture a été belle, hein. Dimanche, effectivement, on a eu une bougie confirmant que la clôture hebdomadaire était bien au-dessus des 9006. Alors pour le moment, bon, on travaille la zone, hein. On travaille la zone. Et si les acheteurs ont quelque chose dans le ventre, eh bien c'est d'aller chercher les 10 009. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors oui, on peut très bien avoir un petit repli là, ou stagner, il faudrait que je prolonge le canal, stagner, revenir à faire un petit rebond sur la zone de polarité, le bas du canal, mais derrière, c'est d'aller chercher les 10 009. 10 009, ou si ça part, d'aller au moins taper la borne haute, là, en vrai objectif.
Voilà les prochains points, les prochains gros niveaux à surveiller. Là, on tricote, on est en train de tricoter, on travaille. Donc, petit retour pour venir une nouvelle fois prendre appui sur la bande basse. Et le gros du mouvement, c'est de reprendre de la hauteur, enfin du moins reprendre de la hauteur, on est déjà assez haut, mais de poursuivre ce momentum haussier et d'aller chercher 10 009 et 12 000, et ainsi de suite, et continuer d'évoluer dans ce canal haussier jusqu'à un essoufflement, donc soit une cassure par le bas. Tant qu'on n'a pas une cassure par le bas du canal et une nouvelle fois un franchissement, une incursion en dessous de la zone de polarité et de l'oblique baissière, eh bien ça reste haussier. Encore une fois, pour le moment, les acheteurs sont présents. Jusque-là, ça travaille, mais le gros objectif à la hausse, c'est d'aller chercher les 10 009. C'est ce gros niveau qui est juste ici. Voilà, 10 009. Et si on casse, deuxième gros niveau, 12 000, et ainsi de suite. Si on casse, deuxième gros niveau, 12 000, 13 000 points, et ainsi de suite. Étape par étape. Et là, pour le moment, on travaille, le marché se cherche, mais on est au milieu du canal, donc pas vraiment d'inquiétude. Objectif majeur, 10 009. Par contre, si on refranchit à la baisse les 9 000, attention, prudence, direction les 8 000 pour aller chercher la moyenne mobile 50 qui viendrait se coupler à la moyenne mobile 200. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire aussi aux stratégies bourse demain à 14 h et surtout à la partie 2 du webinaire éducatif sur les figures chartistes. Cette partie 2 sera composée des figures de continuation, de consolidation, avec un peu les triangles, les rectangles, d'autres figures bien sûr, mais je vous invite en tout cas, pour les nouvelles et les nouveaux, à visionner la partie 1 dans DailyFX, dans la section sur YouTube de DailyFX Université, pour être à jour, et comme ça on pourra monter rapidement en puissance durant l'émission et durant la partie 2. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Encore une fois, faites attention sur les marchés et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.